Bien, bonjour tout le monde, avec vous Tawfiq Beliachi. Donc, nous sommes dans notre troisième leçon sur le commentaire composé. Et nous sommes en train d'analyser Élévation de Charles Baudelaire. Alors, nous avons déjà expliqué qu'avant de commencer à rédiger, il faut passer par une étape qui est très importante et qui doit occuper la moitié de votre horaire. Si on vous donne 4 heures, ce sera 2 heures d'analyse du texte. Bien, donc nous avons déjà commencé. C'est pour ça que vous avez ici l'analyse du poème. C'est la deuxième partie de l'analyse de ce poème. Donc, nous avons parlé de ce qui est théorique dans la première partie. D'accord ? Alors, aujourd'hui, on ne va pas répéter tout ce qu'on a dit sur le côté théorique. Nous allons aujourd'hui finir notre analyse très très rapidement pour passer l'étape la plus importante après l'analyse, bien sûr, c'est la rédaction, à commencer par l'introduction. Donc, c'est notre poème, et nous avons, ce poème, il est constitué de 5 quatrains. D'accord ? Donc, alors, bien sûr, j'ai coloré en rouge pour qu'on voit très bien, d'accord, le début du vers. Je rappelle que je suis un malvoyant, je ne vois pas très bien, je suis obligé d'agrandir. Même comme ça, je n'arrive pas à bien voir cette écriture, alors excusez-moi. Et maintenant, nous passons. Aujourd'hui, nous allons analyser les 3 autres quatrains. Nous avons déjà dans la première partie, nous avons analysé les 2 premiers quatrains et nous avons pu déterminer à partir de cette analyse la première partie avec ses sous-parties. Donc, ce que je dois vous souligner, c'est que le commentaire composé ne respecte pas obligatoirement l'ordre des vers dans le choix des thèmes. D'accord ? Par exemple, lorsqu'on parle du bonheur de l'élévation qu'il y a dans le deuxième quatrain, s'il vous plaît, essayez d'aller voir la première partie avant de venir ici. D'accord ? Donc, le bonheur de l'élévation, eh bien, ce bonheur, il n'est pas seulement ici, bon, il se répète dans les autres quatrains. D'accord ? Donc, lorsqu'on va parler du bonheur, on peut aussi citer certaines choses dans les autres quatrains qui nous permettent, bien sûr, de prouver que le poète décrit bien le bonheur d'une personne, la félicité d'une personne qui s'est élevée. D'accord ? Bon, maintenant, aujourd'hui, nous allons voir qu'avec les 3 autres quatrains, nous allons essayer de déterminer le reste des parties. D'accord ? Donc, la prochaine fois, nous parlerons de la problématique. Lorsque nous allons entamer l'introduction, nous allons parler de la problématique. Aujourd'hui, nous déterminons simplement les parties et les sous-parties. Bien, alors, regardons maintenant ces 2 quatrains, d'accord ? Alors, oui, bien sûr, vous avez le loisir de faire une pause à la vidéo et de lire à votre aise soit le poème qui était affiché avant, soit ces 2 quatrains qu'on va analyser maintenant. Donc, vous voyez, les débuts des vers sont en rouge en majuscule et vous avez les rimes, elles sont en rouge et vert, et il est clair que ce sont toujours des rimes embrassées. Bien, alors, j'ai expliqué l'autre jour toutes les choses qu'on doit essayer de déterminer dans une analyse du texte. Mais bien sûr, on ne va pas analyser, rechercher toutes ces choses, l'énonciation, les réseaux sémantiques et le reste, non, d'accord ? Donc, en lisant les quatrains, d'accord ? Donc, en lisant le poème, vous allez trouver les axes qui vous paraissent pertinents concernant ce texte. D'accord ? Alors, un texte, vous allez trouver que le champ lexical est très important. Dans un texte, vous allez trouver que c'est plutôt le registre du texte, bien la tonalité du texte qui est la plus importante. Dans un autre, c'est surtout le côté morpho-syntaxique. Mais, bien sûr, il y a toujours 3 ou bien 4 phénomènes à essayer de déterminer. On ne peut pas analyser le quatrain en cherchant seulement le champ lexical, ou bien en cherchant seulement le registre, ou bien non, il y a plusieurs choses à chercher, mais vous allez opter pour 3 ou bien 4 choses qui vous paraissent bien ressortir le contenu ou bien les thèmes des
du texte à analyser. Bien, alors, pour le champ lexical, nous allons trouver ici qu'il y a le champ lexical du malaise, du mal-être, de la maladie, d'accord, de l'inconfort. Donc, choisissez ce que vous voulez, d'accord. Alors, on va parler de miasme. On a quelque chose de morbide, d'accord. Donc, alors, morbide, c'est maladif, c'est puant. Encore, miasme, c'est la même chose pour une eau, d'accord. Alors, on a les ennuis, on a les chagrins, on a, d'accord, donc, les charges, le poids, d'accord, bien sûr, on sait quelque chose qui pèse sur la personne, c'est toujours quelque chose de mauvais. On a brumeuse, d'accord, donc, et on a un autre champ lexical qui est en fait à peu près le contraire de ce champ lexical. Il vient en contraste ou bien en opposition. Bien, alors, c'est le champ lexical de la pureté. D'accord. Bon, là, vous avez le verbe se purifier, l'air supérieur. Vous avez une pure et divine liqueur. Vous avez le feu clair. Vous avez les espaces limpide, vous avez les champs lumineux. Alors vous avez vu tout ce qui se rapporte à la lumière, à la clarté, à la pureté, d'accord. Alors la pureté, purifiée, pure, d'accord. La lumière, lumineux, vous avez clair, vous avez feu, vous avez, d'accord. Oui, pour limpide, c'est la clarté, c'est aussi la pureté, d'accord. Donc, alors maintenant, regardons s'il vous plaît, si on cherche dans notre poème, nous allons trouver que ce champ lexical-là, qui est très péjoratif, il se rapporte au monde terrestre. D'accord? Et l'autre, il se rapporte au monde de l'élévation, d'accord? Le monde supérieur, vers lequel on s'élève. Et on va voir un encouragement à quitter ce monde pour ce monde. Donc, vous voyez, s'il vous plaît, vous voyez comment une bonne analyse permet vraiment de ressortir très très bien le sens. Si vous voulez lire simplement et essayer de comprendre sans travailler comme ça méthodiquement, vous n'arriverez jamais au même résultat. Mais lorsque vous ressortez vraiment les choses, vous les mettez à côté, bien sûr dans votre brouillon le jour de l'examen, d'accord. Lorsque vous les ressortez très bien, donc, alors le sens il commence à devenir très clair, d'accord. Et vous aurez la possibilité alors et le loisir d'écrire un texte, votre propre essai qui est vraiment très très bien fait parce que l'idée dans votre tête est vraiment très, d'accord, clair et limpide et pur, si on veut reprendre la terminologie de notre poète. Alors, vous avez vu ici, il y a l'opposition entre ces deux mondes, d'accord, monde inférieur, monde supérieur. Vous avez les miasmes, vous avez morbide, vous avez ennui, vous avez le contraire, se purifier, l'air supérieur, brumeuse, quelque chose de brumeux. On sait que la brume, bien le brouillard, ne permet pas de bien voir. C'est le contraire de la clarté. D'accord? Le feu clair, les espaces limpides, d'accord? Les champs lumineux. Et vous avez, pour le côté moral, les sentiments, les ennuis, les chagrins, vous avez ici heureux, vous avez serein, tranquille. Donc, alors, je crois que maintenant, on peut très très bien voir, d'accord, ce contraste entre les deux. Et bien sûr, ici, on va se baser sur les figures du style de l'opposition pour ressortir toutes ces choses-là, d'accord? Bien. Alors, vous avez ici une caractérisation péjorative défavorable. Donc, monde inférieur causant la maladie physique et ennui et chagrin pour le psychisme. Et vous avez, s'il vous plaît, je rappelle, c'est ma mauvaise vue qui
fait que j'ai besoin de voir très très bien, de fixer les mots pour relire ce que j'ai déjà écrit, parce qu'on ne peut pas se rappeler tout ce qu'on a écrit. Essayez de faire ça, d'accord? Écrivez un texte et rappelez-vous de tous les mots, c'est impossible. Alors, maintenant, nous avons le contraire de cette caractérisation péjorative, une caractérisation méliorative. Et s'il vous plaît, on a ici travaillé avec des figures de style de l'opposition, ici on travaille avec les moyens de la caractérisation, d'accord? Quelque chose qui se rapporte à la morpho-syntaxe, d'accord? Donc, caractérisation méliorative, monde pur, source de lumière et de bonheur. Bien, maintenant, énonciation et forme de discours. Donc, vous avez le troisième quatrain, les deux premiers vers du quatrième quatrain. Et vous avez les deux derniers vers du quatrième, et ces deux derniers vers, ils seront, s'il vous plaît, une intersection entre ces deux quatrains avec le dernier quatrain, d'accord? Donc, ces deux, ils permettent de relier, d'accord? Bien, alors, maintenant, nous avons l'interlocuteur défini. C'est son esprit. Il parle à son esprit. Il lui dit, envole-toi, mon esprit. D'accord? Type de texte injonctif. Donc c'est une exhortation à l'esprit. Il exhorte l'esprit à l'envol, à prendre son essor pour aller vers le monde élevé, quitter le monde terrestre. Et là, vous avez l'interlocuteur indéfini, tout homme osant l'envol. Heureux, bon je m'excuse, j'ai oublié ici celui qui, d'accord? Alors, heureux celui qui, et ça va se répéter, celui dont et qui, d'accord? Mais on va voir ça dans la deuxième partie, d'accord? Donc, alors, ce quatrième quatrain, d'accord? Il a des caractéristiques il a des thèmes en commun avec le troisième, c'est le chagrin, le malaise qu'on a dans le monde d'ici-bas, et la pureté du monde supérieur. Et donc, les deux derniers vers, ils vont plus avoir une relation avec le dernier quatrain. Donc, alors, ici, bien sûr, les ennuis et chagrins et le bonheur. La caractérisation péjorative, alors je m'excuse, ça j'ai oublié, j'ai répété ça. Alors maintenant, à la fin, on va voir qu'il y a presque une stratégie argumentative. D'accord. L'auteur veut pousser son esprit et il veut pousser n'importe quel homme à quitter le monde d'ici-bas pour planer dans le monde d'en haut. D'accord? Alors, il va utiliser presque une stratégie argumentative. On va voir que c'est vraiment très subtil la façon dont il a essayé, avec laquelle il a essayé de nous convaincre et de nous pousser à l'action. Bien, on peut ici parler d'un deuxième axe de lecture, donc deux mondes contradictoires, comme on a vu, ça s'impose, d'accord? Donc, c'est vraiment la meilleure des deuxièmes parties qu'on peut imaginer, parce que les parties dont on a parlé ici, la première partie, la deuxième partie, la troisième partie qui va venir, donc, ne sont pas les seules possibilités qu'on a. Lorsqu'on analyse un poème, on peut avoir plusieurs possibilités. Alors, la première sous-partie, c'est l'opposition entre le monde réel et fictif. Le monde terrestre et le monde supérieur, si vous voulez. Deuxième sous-partie, exhortation à l'envol. Il veut pousser son esprit à l'envol. Et comme on a dit, lorsqu'on veut convaincre quelqu'un de faire quelque chose, lorsqu'on veut pousser à l'action, d'accord? Donc,
comme ici, il a utilisé des verbes à l'impératif. Donc, j'ai oublié de dire ça parce que lorsqu'on analyse, il y a vraiment énormément de choses. On ne peut pas penser à toutes les choses, on ne peut pas mettre toutes les choses. Mais l'exhortation, bien sûr, vous avez vu qu'il y a l'emploi de verbes à l'impératif lorsqu'il s'adresse à son esprit pour le pousser. D'accord? Alors, il exhorte en changeant, d'accord, de type de texte. On passe d'un texte assertif à un texte incitatif. Donc, exhortation à l'envol, et on va voir que vraiment, il a bien organisé son poème de façon à convaincre. Ça, on va le voir à la fin. D'accord? Ok, comme j'ai dit, les deux derniers vers du quatrième quatrain vont plus avec le dernier quatrain. Donc, ce quatrième quatrain, on peut le parer en deux, d'accord? La première partie, les deux premiers vers rejoignent le troisième quatrain et les deux derniers rejoignent le quatrième quatrain pour parler, d'accord, d'un thème. Alors, heureux celui qui, celui dont et qui. D'accord, alors vous avez vu, heureux celui qui, celui dont et qui. D'accord. Donc, on va maintenant passer champ lexical de l'oiseau. Les ailes, alouette, libre, alors c'est rattaché. D'accord. Plane. Champ lexical de la pensée. D'accord, et de la parole, surtout de la communication. D'accord, vous avez des pensées, vous avez comprendre, vous avez muette. Bien, alors maintenant, ces champs lexicaux vont nous permettre, d'accord, de parler encore de l'élévation, d'accord, mais regardez, la première fois, c'était une élévation. C'était l'élévation d'un oiseau, d'accord, dans les deux premiers quatrains, d'accord. On a l'impression qu'il s'agit d'un oiseau, même si en passant dans les sphères étoilées et le reste, on sait que ce n'est pas un oiseau. Mais ici, la prise de l'essor qui est le vol plané qu'on a dans le premier quatrain, on découvre ici que ce ne sont pas la prise d'essor d'un oiseau et le vol plané d'un oiseau, mais ceux de l'esprit. Et de la personne, d'accord, qui est assez forte, qui a assez d'énergie pour entamer ce voyage. Et le dernier champ lexical, il va nous permettre, d'accord, de déterminer l'une des caractéristiques fondamentales du mouvement symboliste, c'est-à-dire une relation bien particulière avec la nature, qui n'est plus simplement le reflet de l'âme de l'auteur. Donc, non, elle devient, si vous voulez, une interlocutrice, une confidente. Elle livre ses secrets à l'auteur. L'auteur devient une sorte de voyant qui peut, d'accord, avoir avec la nature une communication interdite au reste des humains. Bien, alors, maintenant pour les figures de style, nous avons comparaison et métaphore de l'oiseau. Donc, oui, donc vous avez là des ailes vigoureuses, vous avez comme des alouettes. Donc ça, c'est une métaphore, et ça, c'est une comparaison, bien sûr. Pour la syntaxe, alors nous avons là des pronoms relatifs. Ils sont précédés d'un pronom. Donc ce sont des relatifs nominales déterminatives. Elles permettent de déterminer. Donc, alors, ici, on détermine la personne qui est heureuse. Donc le vrai bonheur dans la vie, le voilà. C'est celui de la personne qui, de la personne dont et de la personne qui. D'accord? Donc c'est une personne qui prend son essor
plane et qui arrive à transcender la vie, qui arrive à entrer dans un monde interdit aux autres, d'accord, comme un oiseau arrive à des hauteurs interdites aux autres, lui aussi il arrive à entrer dans un monde interdit aux autres, bien, et là il peut converser avec la nature. Bien. Alors, je crois que cette idée-là, d'accord, cette idée-là, je vais l'expliquer dans la diapositive qui va venir après, d'accord. Donc, alors, c'est tout le poème, la forme de tout le poème elle-même rappelle aussi un oiseau, d'accord. Pourquoi? Parce que le poème est constitué de 3 phrases, d'accord. Alors, oui, donc, alors, s'il vous plaît, voilà. Donc, je vais revenir. C'était par erreur, donc. Alors, regardez ici. Ou bien, déterminons, s'il vous plaît, la troisième sous-partie. D'accord? La troisième partie avec ses sous-parties. D'accord? Donc, alors, la troisième, c'est un esprit transcendant la réalité. D'accord? Donc, l'esprit élevé, l'esprit supérieur, c'est l'esprit qui arrive à, d'accord, à voir ce que ne voient pas les autres dans la vie. Donc, alors, les raisons, alors, je m'excuse, c'est du bonheur. D'accord? C'est une faute de frappe. Le G se trouve à côté du H dans le clavier. Donc, alors, comme j'ai dit, les raisons du bonheur, si vous voulez, secret du bonheur, je viens d'avoir cette idée, ce sera mieux, d'accord? Donc, c'est ici la définition du vrai bonheur. Je crois que si je voulais réécrire ça, c'est ce que j'écrirais. D'accord? Je dirais ici la définition de la vraie personne heureuse. Bien, tout simplement, le vrai bonheur, oui. Bien, et pour la deuxième partie, communication avec la nature. Je peux même parler d'une communion avec la nature, d'accord? Donc, ils ne font plus qu'un, si vous voulez, d'accord? Il y a une amitié, il y a une complicité entre les deux. Bon, je passe maintenant à la structure de tout le poème. Alors, regardez, s'il vous plaît. Le poème est composé de 3 phrases. Donc, alors, les 2 premiers quatrains, c'est une seule phrase. Vous voyez, il y a seulement un point à la fin. Juste des virgules. Les majuscules qu'on a au début du vers, c'est seulement pour déterminer les débuts d'un vers. Bien les débuts des vers, pas pour déterminer la fin de la phrase, le début d'une autre phrase. Donc, et vous avez le quatrain du milieu, le quatrain médian. Le troisième, c'est une phrase. Lui aussi, il finit par un point. Donc, tout ce quatrain est une phrase. Et les 2 derniers quatrains, une phrase. Alors, s'il vous plaît, ça peut rappeler un oiseau, oui ou non? Ce qui est en bleu, ce sont les ailes. Et ce qui est en noir, c'est le corps. Donc, je dois rappeler, s'il vous plaît, une petite chose. Lorsqu'un poète écrit un poème, il ne pense pas à toutes ces choses-là. Donc, Baudelaire n'a pas vraiment pensé à mettre cette ponctuation de cette façon pour mimer un oiseau, ou bien pour illustrer un oiseau, bien non, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est que l'interprétation? Qu'est-ce que c'est que l'analyse d'un texte? L'analyse et l'interprétation d'un texte, c'est la production d'un sens à partir d'une production d'auteur. C'est un deuxième sens qu'on produit. C'est nous qui cherchons à trouver de nouvelles choses. Et un vrai poème, parfois on peut trouver une personne qui va vous écrire la forme d'un poème. Mais un poème ne peut être considéré comme un vrai poème que s'il a de l'esthétique d'un poème,
d'accord, la beauté d'un poème, mais surtout, d'accord, qu'il ne tarit pas avec le temps. D'accord, donc il a toujours de nouvelles choses à proposer. D'accord, donc c'est ça un vrai poème, c'est ça une vraie production littéraire. Si une production littéraire est vraiment explicite, elle dit tout ce qu'elle veut dire, d'accord, et lorsqu'on la lit, ça y est, on a compris ce que l'auteur veut dire, donc c'est pas de la vraie littérature. La vraie littérature, c'est une littérature, d'accord, donc qui peut toujours être la source de nouvelles interprétations et de nouveaux sens. Bien, alors, vous vous rappelez, on a trouvé la même structure dans les deux premiers quatrains. Nous avons vu que ici, on a le verbe qui est le noyau de cette phrase. Il se trouve au début des deux verbes et que, d'accord, donc, il est précédé par le ou se passe l'envol, et suivi par le comment se passe l'envol. Alors, vous voyez ici, donc c'est la même structure, on peut considérer, je peux colorer ça en noir, c'est le noyau de la phrase, c'est le corps de la phrase si vous voulez, et c'est le corps de l'oiseau, et entouré par deux ailes. Maintenant, tout le texte, composé de trois phrases, c'est le corps du texte, et c'est. Donc, quel est l'objectif du poète? L'objectif du poète, c'est d'exhorter son esprit, de convaincre toute personne qui veut faire comme son esprit, de prendre son essor et de quitter le monde des miasmes, le monde morbide, le monde terrestre pour aller dans le monde supérieur. Bien, et bien sûr, c'est le corps, c'est le noyau, d'accord, c'est la finalité, c'est l'objectif, et entouré par les ailes. Alors, maintenant, s'il vous plaît, nous allons nous occuper de la stratégie, d'accord, il y a ici une stratégie argumentative. Alors regardez les deux premiers quatrains. Les deux premiers quatrains, ils nous permettent de décrire le où et le comment, le bonheur qu'on a de voler. D'accord? Et le où, ce sont des hauteurs vraiment qui font rêver, d'accord? Arriver à s'élever au-dessus du soleil, au-dessus des sphères étoilées, d'accord, donc c'est quelque chose qui fait rêver. Donc, le où, c'est quelque chose d'attrayant, quelque chose d'attirant, et le comment aussi, d'accord, l'idée du poisson heureux dans l'eau, d'accord, qui est présentée ici. Après ça, il exhorte son esprit à entamer ce voyage. Donc, c'est un voyage féerique, un voyage splendide. Alors, lorsqu'il encourage son esprit, d'accord, donc, ces deux premiers quatrains constituent des arguments, d'accord, pour que l'esprit veuille bien entamer ce voyage. D'accord? Alors, l'esprit, lorsqu'il sait qu'il va s'élever dans des hauteurs impensable et qu'il sera dans un confort et dans un bonheur. D'accord? Donc là, il exhorte son esprit, d'accord, au voyage, et il lui montre ce qu'il perd s'il n'entame pas ce voyage. D'accord? Voilà ce qu'il gagne s'il entame le voyage. Il va s'élever au-dessus des galaxies. D'accord? Il va être heureux comme un poisson dans l'eau. Et s'il n'entame pas le voyage, c'est là qu'il lui parle du monde terrestre qu'il va quitter. Ce monde ne vaut pas la peine qu'on y reste. C'est un monde de chagrin, un monde d'ennui, un monde de miasme, un monde morbide. D'accord? Alors, et là, il va reprendre son argument de base, le bonheur de s'élever, et aussi il y a une récompense, il y a un bénéfice à gagner. D'accord? Oui, cette personne, elle transcende la vie. D'accord? C'est une personne qui va acquérir des pouvoirs au-dessus des pouvoirs du commun des mortels. Le commun du mortel n'arrive pas à transcender la vie. Et il va être doté
de perception interdite aux autres. Il pourra entendre, il pourra comprendre, il pourra parler, il pourra communiquer avec la nature. Donc, le poème est vraiment très très bien fait, d'accord, très très bien organisé, bien fait pour pousser, d'accord, au voyage. Maintenant, s'il vous plaît, je tiens à rappeler une chose. Lorsqu'on a un recueil, on a l'impression que dans un recueil, il s'agit simplement de poèmes éparses. Mais, quelquefois c'est le cas, mais ce n'est pas vraiment l'objectif. Alors, normalement, un recueil, même s'il est composé de poèmes divers, mais il y a une corrélation entre ces poèmes. Il y a des thèmes communs à ces poèmes. Alors, je vais ici, bien sûr, ce sera dans la conclusion, dans votre conclusion, à laquelle on va venir après plusieurs leçons. On va parler du poème qui a précédé celui-ci et du poème qui a suivi celui-ci. Alors, le poème qui a précédé, c'est l'Albatros. Alors, l'Albatros, c'est le poème contraire de celui-ci. Celui-ci parle surtout du bonheur de la personne, de l'esprit qui s'est élevé, de l'esprit rêveur, lorsqu'il est. Alors, il décrit ici l'esprit dans le monde supérieur. Mais le poème qui est juste avant l'Albatros, c'est l'esprit dans le monde inférieur. Et c'est le malheur de cet esprit. Alors, maintenant, si on vient au dernier vers, les deux derniers vers, ils vont constituer le thème du poème suivant. Le poème suivant, c'est correspondance. Et correspondance, il parle surtout de cette relation de symbiose, de communion, de communication avec la nature. Alors, vous voyez, le poème, il relie, d'accord, il se rattache au thème de celui qui l'a précédé, et il se rattache au thème de celui qui va le suivre. Alors, vous avez ici, bien sûr, les trois, quand j'ai déjà expliqué ça, d'accord. Alors ici, description du où et du comment, le bonheur de l'élévation, exhortation à l'élévation, en parlant, d'accord, oui, donc j'ai oublié de vous dire ça, en parlant de ce qu'on a à perdre en restant dans le monde inférieur. C'est un autre argument. Tu as tout, donc c'est comme s'il dit à son esprit, tu as tout à gagner en t'élevant, et tu as tout à perdre en restant dans le monde inférieur. Oui, donc, et en vous disant, vous voyez l'analyse, c'est ça l'analyse, on a toujours de nouvelles idées, d'accord. Donc, je crois que ça peut constituer une merveilleuse sous-partie dans notre dernière partie, d'accord, ou bien, d'accord, alors on va parler ici, ou bien dans notre deuxième sous-partie, dans notre deuxième partie, parler, d'accord, de la perte et du gain, ce qu'on a à perdre dans le monde inférieur et ce qu'on a à gagner dans le monde supérieur. Alors, maintenant, les deux derniers quatrains, c'est le bénéfice attirer, transcendance sur la vie et, en plus du bonheur, je peux ajouter ici communion avec la nature. Alors, comme vous le voyez, la leçon touche à sa fin. Je n'ai plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine. Et merci pour votre écoute.